Bonsoir. Vous en avez peut-être fait l'expérience, commander un billet en ligne. C'est très simple, mais attention, la moindre erreur peut vous coûter cher. Les compagnies font ce qu'elles veulent. Quant au remboursement des taxes d'aéroport auxquelles vous avez droit, c'est la jungle. Et je vous emmènerai à New York ce soir. Pourquoi New York? Eh bien, sur les traces du gruyère, ces anges gardiens helvétiques bataillent aux États-Unis pour protéger son nom. C'est le leader des fromages à pâte dure, le gruyère, un produit d'appel souvent dans les supermarchés, ce que n'aiment d'ailleurs pas trop les producteurs. Et surtout, c'est un fromage qui s'exporte extrêmement bien, pas loin de 12 000 tonnes l'année passée, soit 40% de la production. Après l'Union européenne, les États-Unis sont un débouché très intéressant et sensible pour le gruyère AOP, appellation d'origine protégée. AOP, c'est un sigle capital, on va en reparler tout à l'heure. Le hic, eh bien, c'est qu'aux États-Unis, le nom gruyère n'est pas protégé du tout. Reportage de Renaud Duménil. Le fromage artisanal et l'Amérique, c'est une histoire d'amour récente. La preuve de cette romance se trouve à Brooklyn, à l'occasion du festival annuel des fromagers indépendants. Un secteur en pleine expansion, qui a su se démarquer des fromages industriels qui règnent depuis des décennies sur le marché américain. Pour moi, dans un cheeseburger classique, vous mettez une tranche de fromage industriel. Mais si vous voulez vraiment du goût, si vous voulez vraiment être relié à la terre et être vraiment connecté à vous-même, vous devez manger du fromage avec du goût. Et seuls les artisans font du fromage avec du goût. Dans ce contexte, les fromages venus d'Europe restent des valeurs sûres. Les États-Unis en importent pour près d'1 milliard chaque année. Une aubaine pour les fromagers suisses qui cherchent à profiter de ce marché porteur. C'est le cas du gruyère. Pour nous, le marché américain est un marché important puisque c'est à peu près 10% de la totalité du gruyère AOP. Donc c'est vraiment un gros marché qui se développe en plus très bien. Mais les nouveaux venus de Suisse sur le marché américain ne voudraient pas qu'il leur arrive ce dont souffrent le gruyère et d'autres grands noms du fromage, les contrefaçons. Tout le monde a beaucoup d'idées ici. Ce serait dommage que ça donne des idées de fabriquer un fromage à racler aux États-Unis, de faire une copie. Être plagié, c'est la hantise de Philippe Bardet, le directeur de l'interprofession du gruyère. Lui vient chaque année à cette autre foire dédiée, elle, aux plus gros acteurs de la filière fromagère. Il veut rappeler aux Américains que le gruyère est un produit unique. Si on n'est pas là, on peut être vite remplacé par d'autres. Donc être présent, c'est le maître mot. Aussi expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière le gruyère. C'est un produit artisanal, il y a des producteurs de lait, il y a des fromagers qui se lèvent tous les jours pour faire un beau produit. Parce qu'à côté du petit pousset helvète, de grosses compagnies américaines n'hésitent pas à surfer sur l'image de la Suisse pour vendre du fromage qui n'a rien d'artisanal. Voilà les cheesemakers du Wisconsin, où on peut remarquer qu'il y a des produits qui s'appellent Swiss Valley. Il y a du Swiss cheese, mais qui n'a rien de suisse, on le sait, en Amérique. Le gruyère est victime de son succès. Non seulement il est copié aux États-Unis, mais des importateurs n'hésitent pas à en faire venir d'Allemagne ou d'Autriche. Le gruyère autrichien, c'est un non-sens, c'est même illégal sur tout le territoire européen, puisque le nom gruyère est protégé et réservé à la Suisse et à la France. Vous ne pouvez pas faire du gruyère autrichien, mais dès qu'il arrive aux États-Unis, il peut se transformer comme ça. Voici un exemple de gruyère Made in America que l'on peut trouver dans les supermarchés ici. Alors sur ce paquet, il est écrit gruyère en tout petit, aucune mention de l'origine. Sur celui-là, c'est un peu plus grossier. Il est marqué gruyère cheese, mais avec le tampon du fromage du Wisconsin. Alors s'agit-il d'une usurpation d'identité? Tout le monde n'est pas d'accord. Jaime Castaneda défend les intérêts des producteurs américains qui fabriquent aux États-Unis des fromages qu'ils appellent gruyère, parmesan, feta. Pour lui, ces noms sont tombés dans le domaine public il y a longtemps. Quand je vais au supermarché, je ne veux pas acheter un fromage des Alpes. Je veux acheter du gruyère, parce que le gruyère a une identité reconnue. Ça implique un savoir-faire. Si c'est ça que je cherche, je ne veux pas autre chose. Mais c'est à Washington qu'a lieu la véritable bataille pour le nom gruyère. C'est de ce bureau qu'est venue la contre-attaque.
Impossible pour ces défenseurs des groupes laitiers d'accepter l'interdiction d'un gruyère américain. Ça ne veut pas dire que toutes les indications géographiques sont mauvaises. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre les appellations régionales. Nous sommes contre un abus. Associer indications régionales et propriété intellectuelle, ça c'est une bonne idée, c'est recevable. Mais abuser de ce concept pour éliminer la compétition, là on n'est pas d'accord. Nous retrouvons Philippe Bardet à Times Square, à New York. Il se rend au cabinet d'avocats qui défend la marque Gruyère aux États-Unis. L'appellation d'origine protégée n'existant pas stricto sensu, il faut donner aux autorités américaines des garanties de savoir-faire. Nous avons dû joindre à notre demande les standards de fabrication que tout producteur suisse doit respecter pour que le fromage soit reconnu comme un véritable gruyère. En attendant un jugement prochain sur l'utilisation du nom gruyère aux États-Unis, les efforts de l'interprofession et de son avocate ont déjà porté leurs fruits. Nous avons déjà empêché une douzaine de sociétés de mettre des étiquettes frauduleuses sur leur fromage. Et souvent, elles l'ont fait de bon gré en nous disant merci d'attirer notre attention sur ce sujet. Nous allons appeler notre fromage style alpin ou suisse. Certaines sont d'accord de mettre la bonne étiquette sur leurs produits et ne veulent pas que les consommateurs soient trompés. Cette guerre contre les géants du fromage aux États-Unis est longue et coûteuse. Mais pour Philippe Bardet, elle est inévitable. La dépense globale de l'interprofession est un peu plus de 300 000 francs pour lutter contre la mauvaise utilisation du nom gruyère à travers le monde. Et c'est surtout des coûts importants. Il n'y a pas à discuter si on le fait ou on ne le fait pas. On doit le faire. Derrière le nom gruyère se cache une bataille culturelle, mais surtout une affaire d'argent. Si les producteurs américains devaient abandonner tous les noms protégés en Europe, l'impact se calculerait en milliards de dollars. La guerre pour le nom gruyère est donc un test pour les futures grandes bagarres des protections géographiques. Étape importante dans cette bataille pour le nom gruyère, 5 entreprises laitières américaines industrielles qui fabriquent du gruyère ont fait appel pour que le nom gruyère puisse être utilisé. Et cet automne à Washington, le tribunal administratif du Bureau des marques déposées devrait statuer sur la question. L'enjeu financier n'est pas mince. Mais si l'argent, c'est le nerf de la guerre, il ne faut pas oublier que ce gruyère AOP, qui fait aussi travailler les avocates américaines, on l'a vu, c'est un fromage encore artisanal en Suisse, qui exige qu'on se lève tôt dans les fermes et les laiteries. 5 heures du matin en Gruyère. Le village de Romanence s'éveille. Dominique Caille, maître fromager, et ses 2 fils tenaient dans leur village une fromagerie. Au même moment, le paysan retrouve ses vaches dans l'étable pour la traite. Le matin, ça commence de bonne heure, c'est à 5 heures le matin. Pourquoi aussi vite? Parce qu'il nous faut réduire les fromages, descendre des fromages qui a été fabriqué le jour d'avant à la cave. Et pour ce faire, et après il nous faut tout nettoyer pour que ça soit propre, pour recevoir à nouveau la production du jour même, quoi. Vous voyez ces meules de la veille? On les descend à la cave pour les tremper dans un bain de sel durant 24 heures. C'est ce qui fait la spécificité et le goût du gruyère. Le sel a le pouvoir d'osmose, c'est-à-dire d'extraire encore du petit lait qui est à l'intérieur du fromage. Ça va saler, mais c'est assez minime. Et puis ce qu'il y a aussi, ça durcit un peu la croûte du fromage. La quantité de lait que vous trouvez dans cette cuve, c'est un mélange de lait de la traite d'hier soir et de ce matin. Donc la traite d'hier soir est arrivée aux alentours des 18 heures. Le lait est réceptionné, pesé. On prélève les échantillons, le lait qu'il nous faut pour les échantillons, pour le contrôle de la qualité. Ensuite, il est refroidi et stocké dans la cuve. La fabrication du gruyère exige une grande précision. Là, on chauffe le lait à 31 degrés avant d'introduire les cultures lactées maison. C'est un petit peu chaque fromager qui gère ses cultures, la dose de ses cultures, quoi.
C'est ça qui fait le gruyère, en fait. Exactement, c'est ça qui fait le gruyère. Sans oublier la présure. La présure, c'est de la caillette d'estomac de veau qui favorise la coagulation du lait. Et hop, dans la cuve. 6h30. Les premiers paysans viennent couler la traite du matin. Dominique Caille fabrique une quinzaine de meules par jour de gruyère AOP. Le cahier des charges est très strict tant pour le fromager que pour l'agriculteur. Par exemple, les prairies ne doivent pas être engraissées chimiquement. Et le lait ne doit pas contenir d'antibiotiques. S'il y a une trace d'antibiotiques dans un lot de lait, c'est poubelle. Alors le lait est jeté, c'est clair. Alors si une fois pour une raison ou pour une autre, mais je crois que dans mon cas, ça m'est jamais arrivé des antibiotiques. Le gruyère est quand même un produit naturel. Si on prend les vaches, elles broutent dans ces prairies avoisinantes, le paysan traite sa vache, sitôt après la traite, il amène son lait à la fromagerie. Dans les heures qui suivent la fabrication, le lait est transformé en gruyère. Il faut dire que le producteur de lait, le paysan, marche main dans la main avec le fabricant, le fromager. Ils se connaissent bien, ils se voient au moins 2 fois par jour. Ils partagent le même enjeu, la même histoire. Il y a 30 ou 40 ans, les contrôles étaient-ils aussi sévères? Non. Alors, dans les années 70, il n'y avait déjà pas le contrôle officiel de la qualité du lait. Donc, c'est déjà le fromager qui faisait ses contrôles de réductase normale, de réductase pré-incubée. Mais il n'y avait pas ce contrôle officiel, quoi. Et je pense que c'était déjà la relation entre le fromager et le producteur qui fonctionnait, quoi. Parce qu'on arrivait quand même à faire un bon produit. Et on fait toujours un bon produit et le savoir-faire est toujours là, avec l'apport de l'herbe de la gruyère et des régions qui lui ressemblent. Et c'est la qualité de l'herbage qui fait le terroir. On dit que la gruyère jouit du climat idéal, un mélange de soleil et de pluie qui a permis l'émergence d'un fromage remarquable il y a bien longtemps. Gabriel Yerli, président des sociétés fribourgeoises de laiterie, est très impliqué dans la filière du gruyère. Pour lui, cette herbe a quelque chose d'unique. C'est elle qui donne ce goût si particulier au gruyère. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est souvent quand même l'altitude. Donc, je dirais en plaine, on a plus ou moins la même qualité d'herbe partout. Par contre, plus on monte dans les montagnes, plus on a quand même les herbages qui sont différents, avec des fleurs différentes. Et puis ça, je pense qu'on peut les retrouver. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe des fromages d'alpage. Ça les différencie quand même par rapport à des fromages qui sont fabriqués en plaine. Mais l'herbe ne suffit pas. Encore faut-il gérer au mieux cet or vert. Il y a beaucoup de contraintes dans le cahier des charges pour produire du gruyère. Les producteurs de lait sont propriétaires de la fromagerie. Donc, et ensuite, le laitier, notre fromager paye une location par rapport au litre de lait qu'il transforme en gruyère et en vacherin AOP. Mais majoritairement, les fromageries appartiennent aux sociétés de laiterie. On est des partenaires. Vous n'êtes pas juste un producteur de lait qui va donner son lait puis on ne sait pas où il va. Absolument pas. Vous savez ce que devient votre lait. Oui, et puis on regarde encore plus loin. Le produire, c'est une chose, le fabriquer, c'en est une autre. Et puis ensuite, je dirais, la vente nous interpelle aussi, parce qu'au final, il faut que toute la filière fonctionne. La filière, c'est non seulement le producteur de lait et le fromager, c'est aussi l'affineur qui va vendre le gruyère. Dans la ferme de Gabriel Yerli, c'est la fromagerie qui vient à lui pour embarquer le lait de cette traite. Direction Mézières, près de Romont, une fromagerie qui rassemble le lait de plusieurs villages. Pendant ce temps, à Romanens, les minutes s'écoulent. Une alchimie à la fois étrange et banale s'opère. Le lait commence à se transformer en fromage. Après le caillage, on monte la température à 57 degrés et le pompage commence en direction des moules. Il ne restera que 9% du lait d'origine dans ces meules de gruyère. Le reste, c'est du petit lait qui servira à nourrir les cochons et à produire une spécialité, le sérac. Chaque meule est unique et identifiable grâce à son étiquette. Prochaine étape, peut-être,
la meule connectée. Reportage réalisé par Dominique Vimin et Vania Parat. Et prochaine phase cruciale pour toutes ces meules toutes fraîches, l'affinage. Après 3 mois et demi, l'affineur-acheteur, qui doit être reconnu par l'interprofession du gruyère, eh bien cet affineur débarque dans les fromageries qui lui sont affiliées. Les fromagers seront payés, eux, en fonction de la taxation. Affinage et taxation, une vieille tradition, et là, ça ne rigole pas. Fromagerie de Pringy au pied du Molaison. Avant l'invasion des touristes dans le décor, on s'affaire dans les caves à gruyère. L'affineur de l'entreprise Fromage Gruyère SA doit contrôler 600 meules. La production d'une quinzaine de jours de cette fromagerie. Christophe Bochu, chef d'exploitation, tape chaque meule. Son oreille est en alerte à la moindre fausse note. Cette meule mérite un petit sondage qui va confirmer ou pas l'intuition de l'affineur. Il teste rapidement l'élasticité, l'apparence et le goût. Cette meule ne fera pas partie du voyage. Elle restera dans cette cave. Elle sera consommée localement ou se transformera en fondu. Nous allons chercher le fromage, le produit qui est resté à 3-4 mois dans une fromagerie. Et nous faisons la première étape, ce qui s'appelle la pesée. Donc nous contrôlons tous les fromages pour voir s'ils ont un défaut ou pas. Gruyère SA est un des 3 gros affineurs du gruyère. Les caves et les bureaux de l'entreprise sont installés à Bulle. Son directeur, Ralph Pérou, a la responsabilité de mettre sur le marché ce fromage. Chaque mois, nous allons chercher les fromages. Ça peut dépendre d'une fromagerie à une autre. C'est vrai, Pringy est une grande fromagerie, donc ce mois-là, nous en avons pris 1200 meules. Certaines petites fromageries, ça sera des quantités moindres, mais nous prenons, entre guillemets, de mois en mois toutes les productions. Le dispositif est impressionnant. Il ne s'agit pas de production industrielle, mais le nombre de producteurs, plus de 200 comptant les alpages, demande une organisation et une logistique considérables pour que chaque meule soit traçable. Et c'est au grattage qu'elle est identifiée. Ça, c'est le numéro de la fromagerie, l'appellation gruyère et le numéro de la meule en fonction du jour qu'elle a été fabriquée. Nous avons rendez-vous avec Philippe Bardet, le directeur de l'interprofession du gruyère sur un alpage. L'interprofession chapeaute les producteurs de lait, les fabricants et les affineurs. Et quand on articule le mot million, ça paraît énorme, surtout si on le gagne à la loterie, mais ça reste toujours une petite PME où on a 5-6 employés. Vous trouvez bien des fromageries en Europe qui fabriquent en un jour ce qu'on fabrique en une année dans des fromageries de ce type. Donc tout est relatif. Les gruyères sont ce qu'on appelle taxées, donc on contrôle plusieurs aspects de leur qualité, y compris le goût. Donc on veut une certaine ligne directrice pour le goût qui soit quand même relativement marquée, mais chaque fromagerie a un goût un tout petit peu différencié, et c'est assez important pour nous. C'est aussi pour cela qu'on veut maintenir une certaine diversité des fromageries pour garder une diversité des goûts dans notre production. C'est à 5 mois que les meules de gruyère sont évaluées lors de la taxation. La taxation est inscrite dans le cahier des charges. C'est une phase clé dans la vie d'une meule. Elle est opérée par un représentant de l'interprofession et un représentant des fromagers. La note finale déterminera l'avenir de ce fromage. Chaque meule sera notée sur 20. Il faut être entre 18 et 20 pour être labellisé AOP. Un bon goût derrière, c'est très floral, qui va dans le bon sens. Ouais. Nos 2 experts délibèrent en toute indépendance avant de se prononcer. Alors pour le 4112, nous avons 5, 5, 5, 4,5. Donc 19,5 taxation. Dans les années 90, Dominique Barjol a joué un rôle déterminant dans la mise en place de l'interprofession du gruyère. À l'époque, la taxation existait déjà.
C'est une très vieille histoire, mais qui faisait beaucoup la force et la réputation des fromages suisses sur les marchés internationaux. Parce que c'est, je pense, de mémoire, c'est quand même un savoir-faire, quelque chose qui a marqué l'histoire du fromage en général. L'idée de taxer le fromage, d'évaluer vraiment sa qualité, non pas sur un critère, mais sur plusieurs critères, sa conservabilité, son aspect, son odeur, son arôme, son goût, la texture de la pâte, c'est complexe. Et les fromagers suisses, avec les affineurs, ont développé cette idée de la taxation. Et par exemple, je me souviens très bien avoir été en France, dans le comté, ils ont repris ce système du gruyère. Le gruyère est tellement présent partout que le consommateur se dit parfois qu'il a affaire à du fromage industriel. Pourtant, cette fromagerie, contrairement aux apparences, n'a rien d'industriel. Michel Grossrider est le patron de la fromagerie Molaison à Orsonnens. Une entreprise d'une certaine importance, mais qui reste artisanale avec les mêmes contraintes que les autres. La grande masse de gruyère, c'est quand même vendu, je dirais, entre 9-10 mois. Donc, c'est ce qui plaît beaucoup aux consommateurs. Dès qu'on va sur des affinages plus poussés, je dirais au-delà des 12 mois, on vient dans des produits, un peu des produits de niche. Et puis, c'est un peu notre corps de métier. Nous, on est surtout actifs dans des 15, 18, 22 mois. Ici, on contrôle tout le processus. De la fabrication à l'emballage en passant par un affinage maison. Le gruyère est partout. Il est au premier rang des rayons des supermarchés. On le trouve très souvent en action à des prix cassés, à des prix canons. Et on peut se demander si c'est un coup de l'affineur ou un produit d'appel. Quelque part, produit d'appel, c'est un peu gênant pour le gruyère, parce que ça serait, je dirais, au niveau prix, c'est un des fromages les meilleurs marchés que l'on a aujourd'hui sur le marché. Et si on pense que c'est un travail encore artisanal, que derrière, malgré ce prix bas, il arrive à rémunérer le producteur de lait avec l'un des plus hauts prix du lait du monde, c'est un peu une gageure, mais la distribution, et je pense que le consommateur, plusieurs études le montrent, est tout à fait prêt de payer 1-2 francs de plus pour le gruyère, mais la grande distribution aime bien mettre de temps en temps le gruyère en action pour attirer les clients. Sur ce lait payé 85 centimes le litre, la Confédération prend en charge 15 centimes. Une sorte de paiement direct à la filière valable aussi pour les autres fromages suisses. Surchoix, corsé, fruité, doux, mi-salé, salé, c'est un peu la jungle de l'étiquetage dans les supermarchés. Un gruyère se caractérise par sa durée d'affinage. 6 mois, 9 mois, 12 mois. C'est quand même plus pertinent que salé ou fruité. Le terme salé ne correspond pas du tout à un quelconque taux de sel supérieur dans ce fromage. C'est peut-être le ressenti pour le consommateur et c'est pour ça que c'est rentré dans le langage populaire. Mais on va chercher à éliminer ce terme parce qu'il n'apporte rien au niveau de l'information. Et on voudrait là donner une certaine uniformisation, mais pour l'instant, il n'y a pas un consensus qui est trouvé dans la filière. Il y a encore un travail d'identité, en fait, redonner l'identité et au-delà de dire c'est un gruyère AOP, de dire ce gruyère AOP, voilà, il est d'été, il est de printemps, il est d'hiver, parce qu'aussi il y a des variations dans les saisons. Il est bien pour votre fondue, il est mieux pour manger à la main, il va bien dans un gâteau, voilà. Je pense que là, il y a encore beaucoup à faire. En attendant, ce serait bien que la durée d'affinage soit indiquée sur les emballages, ce qui n'est de loin pas le cas. Ce qui est réglé, en revanche, c'est la traçabilité des meules, garantie par une institution qui contrôle toute la filière, l'organisme intercantonal de certification, qui est au-dessus de l'interprofession du gruyère, le gardien du gardien, si vous voulez, j'espère que vous suivez. Mais si on remonte dans le temps, pas loin, juste une trentaine d'années, on se retrouve dans une hiérarchie très différente en pleine baronnie. Le gruyère entre en force sur le marché dans les années 90. Tout le monde en veut. Dans les supermarchés, au rayon des pâtes dures et des fondues. Il prend toute la place. Les affineurs marchands, qu'on appelait alors les barons du fromage, comprennent que la survie de ce produit d'exception exige un cahier des charges en pâtes dures. Le passage d'une ordonnance qui réglait simplement la désignation des fromages suisses, quelques lignes désignaient le gruyère dans cette ordonnance, on est passé vraiment à
a une protection beaucoup plus élevée avec cette ordonnance sur les AOC en Suisse qui a permis de mieux caractériser toutes les étapes de la fabrication. Et cette transition s'est faite très tôt pour le gruyère. Dès 1992, les acteurs se sont regroupés dans la charte de gruyère et c'était une réaction pour éviter une expansion trop forte de ce fromage au-delà de ses frontières quasiment historiques. Il y avait déjà à l'époque une très forte tendance à convertir des fromageries d'Emmental en gruyère dans la zone limitrophe en Saint-Gilles, mais même au-delà dans le canton de Berne et même dans d'autres fromageries en Suisse alémanique. Avec l'AOC, on passe à un territoire délimité qui doit prouver aussi que cette origine géographique confère une spécificité au fromage. Et donc c'est pour ça que quelque part on met une frontière, pour que le consommateur, quand il entend gruyère, il a quand même l'impression que le fromage vient de la gruyère. Donc on ne doit pas le tromper. Et puis voilà, on a fait cette frontière historique à un moment donné, et puis ça s'est fixé. Les fromages suisses engraissés par les subventions de la Confédération depuis des années ont donc dû modifier leur régime. Ce qui va tout changer pour la filière du gruyère. Et là, grosse transition, les producteurs allaient devoir assumer tout ça eux-mêmes. Et là, tout à coup, grosse aussi remise en question de comment on va s'organiser. Et là, on voit ce régime des AOC, et ça nous paraît complètement évident qu'en Suisse, on a ce potentiel des AOC, on a ce gruyère, mais pas seulement. On avait le vacherin fribourgeois, le vacherin mondor, on avait toute une gamme de produits qui répondaient parfaitement à cette logique. Et donc, on dit, il faut saisir cette opportunité et transformer le régime ancien en un régime d'AOC qui fonctionne et qui soit performant. Toutes les meules de fromage ne sont pas égales devant l'AOC ou l'AOP. La grande idée de l'interprofession du gruyère a été de remettre la meule au milieu du village pour jouer gagnant. Si je compare un tout petit peu à son ex-grand frère, qui était l'Emmental, à l'époque, l'Emmental était produit à 60 000 tonnes par année. Ils n'ont pas réussi à s'entendre au sein de l'interprofession, ils n'ont pas non plus réussi à protéger le produit. Aujourd'hui, on est à 22 23 000 tonnes de production, alors que son petit frère, qui est devenu son grand frère, en produit pas bien loin des 30 000 tonnes. Et le gruyère au niveau européen ne représente que 0,2% du marché. Donc on est aussi une petite niche. Le gruyère, un fromage qui a de l'avenir et un gros potentiel de développement, surtout à l'exportation. Mais l'interprofession tient absolument à garder le caractère artisanal de la production du gruyère AOP. Pas question que l'industrie laitière rachète des petites laiteries de village, par exemple. Comme il n'y a pas d'uniformisation du gruyère, vous avez un vaste choix en magasin. Est-ce que tout se valent en termes de qualité et de goût? On l'a vérifié avec une dégustation dans la plus pure tradition d'un bon entendeur. Fribourg, la Basse-Ville, le port, un restaurant, café, jardin-galerie dans les bâtiments de l'ancienne usine à gaz. Nous avons rendez-vous avec une dizaine de gruyères. Ces gruyères sont âgées de 8 à 13 mois. Ils ont tous été achetés dans des supermarchés de Suisse romande, à la coupe ou préemballés. À noter que les étiquettes sur choix, fruité, corsé, mi-salé, salé, affiné en grotte, ne signifient pas grand-chose. En fait, ils sont tous salés et ils sont tous affinés en cave. Nos dégustateurs et dégustatrices entrent en scène. Dominique Riser ne vend pas que du gruyère dans la fromagerie Bruant qu'il tient à Genève. Sandrine Monard, gérante de la crèmerie Les Martels au Pont de Martel dans le canton de Neuchâtel, vend le gruyère fabriqué dans la fromagerie attenante. Nicolas Schmutz tient la fromagerie de Mézières à quelques kilomètres de Romont dans le canton de Fribourg. Amélie André vient de la fromagerie de Romanel-sur-Morge. Elle ne fabrique pas de gruyère, mais le goûte avec bonheur. Giulia Honori, coordinatrice de la Semaine du Goût, prépare l'édition 2018. Dans ce cadre, les fromages suisses seront à l'honneur. Ces gruyères sont notés sur 10, ils sont dégustés à l'aveugle, ils sont tous détenteurs d'une AOP, une appellation d'origine protégée. Acheté chez Aldi, préemballé, ce gruyère se prétend corsé. Curieux pour un affinage de 8 mois. C'est le moins cher, 16,95 le kilo.
est le moins bien classé de notre dégustation avec une note de 5,86. Au nez, il sentait fort l'ammoniac, puis vraiment comme si on était dans la cave. Comme si on venait d'entrer dans cette cave et qu'il y avait tous ces gruyères qui sont en train de maturer. Et ça, c'est trop, quoi? Pour moi, c'est trop. Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui apprécient, mais pas moi. Du point de vue du nez, un petit côté un petit peu animal, étable, on va dire. Mais par contre, en le dégustant, c'était peu flatteur pour moi, dans le sens où peu persistant, pas beaucoup d'amplitude d'arôme. On pourrait s'attendre à quelque chose de beaucoup mieux dans ce produit-là. Le seul gruyère bio que nous avons mis sur les tables coûte 27 francs le kilo. Un des plus chers du lot. Acheté à la coupe chez Manor, il finit à l'avant-dernière place, note 6,06. L'aspect, il avait une belle couleur, une belle croûte. Je me suis dit, ben voilà, on va avoir un joli fromage. Et puis, pour finir, il était très court en bouche, il n'y avait pas de suite. Oui, il n'est pas très fin dans le goût. Toujours chez Manor, ce gruyère salé vendu à la coupe pour 24,50 francs le kilo. Il est 8e avec une note de 6,1. C'est pas un fromage qui était fort coursé, mais il était vraiment piquant. Il brûlait la langue. Et puis, oui, ça faisait comme le sel, mais plus fort. Enfin, vraiment très, très fort. C'était pas une question d'affinage. Peut-être qu'il y avait ce piquant qui me dérangeait, oui. Denner vend cet alpage âgé de 12 mois à la coupe pour 20,50 francs le kilo. Note finale, 6,2. J'ai trouvé au niveau de la texture une pâte fine, mais beaucoup trop sablonneuse. On dit souvent que c'est un grain de sel, ça ne l'est pas. Là, c'était vraiment une pâte, à mon avis, qui manquait d'onctuosité. Là, je l'ai un peu mal noté aussi déjà, parce qu'au niveau du nez, sitôt que je l'ai cassé, il dégageait pas beaucoup d'arômes. Il était très court aussi en bouche après. Et puis j'ai même trouvé un peu de rance, un petit peu de rance et doucereux. À peine mieux noté avec 6,22, un gruyère mis salé à la coupe qu'on trouve à la Migros au prix de 18 francs le kilo. La Migros l'appelle Surchoix et le vend à 20,50 francs le kilo dans son emballage plastique. Le dégustateur et dégustatrice lui donnent la note de 6,46. Il se classe 5e. On a un côté un peu granuleux comme ça en bouche, pas quelque chose de fondant. Vous savez, un gruyère pour moi ça doit être, vous devez avoir cette pâte qui se colle au palais, qui fond, qui se mélange. Et là on avait un côté qui se séparait, plutôt en petits morceaux. Et par contre il était bien parfumé, il avait des jolis arômes encore. C'était juste la texture qui me dérangeait dans ce fromage. À l'aveugle, j'aurais presque eu de la peine de dire que c'était un gruyère. Je serais plutôt parti sur un étiva un peu jaune, qui est ce côté un peu qu'on peut retrouver dans certains étivas qui sont un peu granuleux comme ça. Fruité, corsé et affiné en grotte, lourd, pédigré, pour ce gruyère prix-emballé à 27,80 le kilo acheté chez Denner. Le plus cher de notre test repart avec une note de 6,68. Il est super bien parti. Et puis au nez, il a vraiment ce goût très fleuri qui donnait envie d'être mangé. Et c'est vrai que quand je l'ai mis en bouche, il a eu ce goût tout de suite piquant, vraiment ce goût un peu de renfermé. Là, il y avait quelques petites notes grillées, comme ça, torréfiées, quelque chose qui était intéressant. J'ai trouvé moyennement persistant, mais bien équilibré dans les différents goûts et arômes, avec quelque chose de prometteur. Une note de 6,7 et une médaille de bronze pour ce gruyère vendu par la Coop. Lui aussi est affiné en grotte, nous dit l'étiquette collée sur l'emballage en plastique. Le prix au kilo, 24,20 francs.
deuxième place avec une note de 7,42. Il coûte 18,50 francs le kilo. Il est préemballé et identifié comme un mi-salé. On le trouve lui aussi à la COP. Pour moi, il avait un goût assez fruité quand même. Et puis, en bouche, il avait vraiment cet arôme qui restait assez longtemps. Il n'avait pas trop de sel, mais ni trop non plus. Enfin, pour moi, c'était vraiment celui qui est ressorti le mieux. Au sommet de notre dégustation, vous trouvez pour 25 francs le kilo un gruyère corsé, préemballé par la COP encore une fois. Nos saints dégustateurs et dégustatrices lui ont donné la note de 8,18. J'ai trouvé que déjà dans l'aspect, il se distinguait des autres. Une belle pâte jaune pâle. Après, il avait un parfum assez aromatique, assez intéressant, assez subtil. Et le goût était harmonieux, équilibré et avec une belle longueur en bouche. La texture, c'est le seul où j'ai trouvé ce grain, sans parler de pâte sablonneuse, c'était pas le cas, mais ce grain d'acide aminé qui a cristallisé, cette tyrosine qui cristallise et qu'on retrouve dans des gruyères plus âgées, plus affinées. Nous avons été un peu surpris de découvrir que les 5 premiers de notre dégustation sont des fromages préemballés et que les 4 achetés à la coupe sont en fin de classement. Un classement qui est le résultat de la moyenne des notes de nos 5 spécialistes. C'est toujours le cas dans nos dégustations. Et vous pourrez retrouver ces résultats sur notre site internet. Et si vous avez envie d'y réagir, la page Facebook d'À Bon Entendeur est à votre disposition. Parlons de vous maintenant. Vos expériences, vos mésaventures sont souvent utiles à d'autres. Réserver un billet d'avion sur Internet, c'est archi simple. Une erreur peut être parfois corrigée, parfois pas, et ça peut coûter très cher. Les explications de Dominique Vimin. Christophe Pureau commande sur Internet 2 billets d'avion pour Bangkok 2 mois avant de partir. Il fait la réservation, paye et se réjouit du voyage à venir. Mais c'est quand vous avez l'impression d'avoir fait tout juste que le grain de sable s'installe dans la belle mécanique que vous avez mise en place. L'erreur, en fait, c'est que j'ai enregistré mes 2 billets d'avion, un avec mon prénom et mon nom de famille, et le deuxième avec mon prénom, mes 2 prénoms et mon nom de famille aussi. À peine 600 francs le billet pour Bangkok avec Qatar Airways. Ça ne se refuse pas. 24 heures avant le départ, Christophe imprime les billets, se rend compte à ce moment de son erreur. Et là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai pris contact avec différentes organismes. J'ai essayé de contacter Qatar Airways aussi, sur leur site internet, mais c'était très compliqué. On m'a conseillé de me rendre au comptoir de Qatar Airways avant le départ du vol, 4 heures avant le départ du vol, pour essayer de voir si c'était possible de changer le nom d'un des billets d'avion pour qu'on puisse prendre l'avion normalement. Ah oui, on peut toujours rêver. Les espoirs de Christophe sont quand même raisonnables. En principe, un guichet bien réel vaut toujours mieux qu'un formulaire virtuel. Le jour du départ, je me suis présenté avec mon ami au guichet de Qatar Airways. On se dit qu'on va pouvoir changer un des 2 noms sur un billet d'avion au guichet de Qatar Airways le jour du départ. En fait, c'est absolument pas possible. Ils n'ont absolument pas voulu rentrer en matière. Ils m'ont tout de suite dit qu'il fallait regarder avec l'agence. Or, 3 heures avant le départ de l'avion, c'était plus possible de regarder avec l'agence. J'ai pu annuler mon billet d'avion et j'ai dû donc racheter un billet pour la personne qui voyageait avec moi, évidemment au prix fort, à hauteur de plus de 1000 francs, à la place de 600 francs quelques mois à l'avance. La personne qui vous explique tout ça, bon, elle est comment? Elle est un peu Alors la personne, elle est comme ça, cassante ou bien? Non, pas du tout. Elle nous dit, écoutez, je suis pas la seule personne à qui ça arrive, que c'est assez fréquent. Et en fait, elle nous dit, ça arrange certainement bien les compagnies aussi. Ils font du business aussi avec ça. Elle me dit qu'elle peut rien faire, donc je suis obligé de racheter un billet d'avion. Il n'y a pas d'autre solution, sinon on prend pas l'avion. Ils sont partis, ils ont fait un beau voyage et ils sont revenus. De retour en Suisse, pas question pour Christophe de lâcher le morceau.
J'ai envoyé un email à Qatar Airways, leur demandant en fait quelques explications par rapport à cette erreur. Ils m'ont dit simplement que c'était, vu que c'était ma faute au niveau d'enregistrement, que ce n'était pas possible. Moi, ce que j'accepte pas dans cette histoire, c'est un petit peu de la mauvaise foi, dans le sens qu'il y a des compagnies low cost qu'on connaît qui proposent le changement de nom sur les billets d'avion même à la dernière minute, moyennant quelques frais. En revanche, pour Qatar Airways ou d'autres compagnies, apparemment, c'est malheureusement pas possible. Christophe essaiera de récupérer ce qui peut l'être, c'est-à-dire pas grand-chose. La compagnie sur internet cheapticket.ch m'a remboursé 71 francs parce que j'ai réussi à annuler mon vol 3 heures avant le départ. Elle m'a donné en fait un papier qui justifie les frais des billets de réservation, les taxes d'aéroport et le prix du billet d'avion. Elle m'a dit que je pouvais me faire par la suite rembourser les taxes d'aéroport. Si on regarde la composition du billet, on constate que le vol lui-même ne coûte pas tant que ça, 121 francs. Ce sont les taxes d'aéroport, 472 francs, qui font l'essentiel du prix du billet. Donc là, on voit bien le prix total du billet d'avion, les taxes d'aéroport et puis le montant du prix du billet à 121 francs. Les taxes d'aéroport de 472 francs 20. Et normalement, les lois prévalent qu'un passager qui ne prend pas l'avion devrait se faire rembourser les taxes d'aéroport. Mais comme j'ai contacté plusieurs fois des personnes, des juristes qui m'ont répondu qu'en fait les taxes d'aéroport, il y avait un flou juridique par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est qui va rembourser ces taxes d'aéroport. Et surtout, on ne sait pas où va l'argent des taxes d'aéroport des billets annulés. On ne sait pas qui est le bénéficiaire des erreurs que font les voyageurs en réservant leurs billets d'avion sur Internet. Concernant le remboursement de sa taxe d'aéroport, après de nombreux courriers, Christophe Pureau vient d'apprendre que Qatar Airways aurait remboursé les 472 francs 20 à l'agence en ligne sur laquelle il avait commandé ses billets d'avion. On attend maintenant que cette agence reverse l'argent à Christophe Pureau. Une affaire à suivre donc, mais comment faire simple quand on peut faire compliqué ? À partir de la semaine prochaine, grande nouveauté, À bon entendeur aura le plaisir d'être traduite en langue des signes. Les téléspectateurs le savent bien, le TJ est interprété depuis longtemps, 10 ans. Il y a l'émission Signe qui est en langue des signes, mais À bon entendeur est la première émission magazine qui sera interprétée. Bonsoir Fernande Gerster. Bonsoir. Et puis je présente également, vous êtes interprète en langue des signes, mais je présente également votre collègue Pascal Boussac, interprète également, qui va nous traduire, si je peux dire. Alors, est-ce que c'est important pour les sourds et malentendants que cette émission À bon entendeur soit traduite, interprétée en langue des signes ? Bien sûr. Ils ont eu jusqu'à présent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le TJ signé. C'est la possibilité maintenant pour les sourds d'avoir une émission, un magazine informatif, un magazine de consommation qui leur soit offert comme ça en langue des signes. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous allez rencontrer avec notre émission ? Le vocabulaire, principalement, nous allons devoir nous adapter à beaucoup de formules chimiques, beaucoup de comparatifs, d'éléments que nous ne connaissons pas forcément en termes de lexique et que nous devons rechercher. Et nous allons travailler avec des enseignants sourds de manière à pouvoir créer et moduler ce vocabulaire en vous suivant au fil des émissions. Beaucoup de travail quand même, il faut imaginer. Un énorme travail de préparation, oui, effectivement. Écoute, en tout cas, je vous remercie. Et puis, cette version signée d'À bon entendeur sera diffusée simultanément sur RTS2 dans la mesure du possible. Mais dans tous les cas, elle sera mise à disposition immédiatement via nos plateformes de rattrapage Play RTS. Mardi prochain, vous aurez des casques à vélo, beaucoup de casques à vélo. On pédale de plus en plus et de plus en plus vite en Suisse. Les moteurs permettent aussi aux moins sportifs de gravir les montagnes et de descendre à toute vitesse. Des fois, je l'enlève à la montée quand j'ai vraiment chaud, mais en descente, c'est obligatoire. Parce qu'en descente, on a vite fait de se prendre une racine ou se prendre un arbre, donc ça peut quand même être utile d'avoir un casque sur la tête. Mais les accidents à vélo sont vite graves. Lorsque la tête est touchée, vous entendrez le témoignage d'un rescapé. J'étais environ à 50 km/h en descente et on m'a raconté que je suis rentré dans la voiture. Et après, j'ai plus de souvenirs depuis le choc. Puis après, le trou noir, en fait. Porter un casque, c'est bien. Un bon casque, c'est mieux. Raison pour laquelle À bon entendeur en a fait tester toute une série. Faut-il rendre le casque obligatoire ou pas? On posera la question et vous verrez que les réglementations changent d'un pays à l'autre. Vous savez tout ou presque tout?
À mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.